qui travaillent tous sur la problématique de la performance au profit de la compétitivité. Et le troisième laboratoire, c'est un laboratoire dédié aux juristes, les juristes privatistes, les juristes publicistes, qui travaillent aussi sur la problématique de la performance, mais d'un point de vue juridique. Donc la performance sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan constitutionnel, sur le plan administratif, etc. Et donc ces derniers temps, on assiste, alhamdoulilah, à pas mal de manifestations scientifiques. Hier, l'une des équipes de recherche du troisième labo, le labo des juristes, a organisé donc une magnifique journée, un grand colloque international sur le statut de la fonction publique et la réforme de la fonction publique. Donc 60 ans après l'apparition du Daïr qui régit le statut de la fonction publique. Donc qu'en est-il actuellement de la fonction publique? D'ailleurs, c'était un colloque sponsorisé par le ministère de la réforme de la fonction publique. Ce matin, toujours les collègues juristes organisent encore un colloque sur 2 journées, un colloque dédié au droit public. Donc, quel est l'avenir de l'enseignement du droit public au Maroc? L'avenir de l'enseignement, l'avenir de la recherche dans le domaine du droit public. Donc, c'est une manifestation scientifique sur 2 journées. Donc, alhamdoulilah, il y a pas mal d'activités organisées par le CIFPAC et tout ça, c'est pour le rayonnement de notre établissement et le rayonnement de l'université. Il y a d'autres manifestations qui sont organisées par le laboratoire LIM aussi, et d'autres activités qui seront organisées dans les jours à venir. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah. On va organiser une grande journée scientifique. Ça va être vers la 2e semaine du mois de mai. Et ça sera, on l'espère, à l'occasion de l'inauguration du local qui sera dédié au centre. Donc une activité scientifique sur la place de la recherche scientifique, et plus exactement quel est l'avenir de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales pour le Maroc de demain. Donc on parle du nouveau du nouveau modèle de développement économique du pays, donc quelle est la place de la recherche scientifique côté sciences humaines et sciences sociales dans ce modèle de développement économique. Inch'Allah, on compte aussi organiser un grand colloque, cette fois-ci international et transdisciplinaire, c'est-à-dire tout le centre, pas uniquement les structures du centre, c'est tout le centre qui va organiser donc un colloque. Ça sera vers février 2019, sur une thématique d'une grande importance, une thématique d'actualité qui intéresse les intérêts de tous les chercheurs du centre. Donc à la fois les collègues économètres, les quantitativistes, les gestionnaires, les économistes, les juristes, etc. Donc on aura l'occasion de parler de ce colloque après. Alors concernant l'activité d'aujourd'hui, sincèrement un grand merci à toute l'équipe qui s'est chargée d'organiser et de confectionner l'argumentaire et les axes de cette journée. Donc, un remerciement particulier s'adresse à C. Mohamed Kharis, le directeur du labo, C. Abdel Bouza, C. Saïd Al-Radi, C. Mohamed Rachid Asri, je ne sais pas ce qu'il a avec nous ou non, C. Mohamed Rachid Asri, et surtout, C. Hicham Sadouk. Un grand salut à C. Hicham Sadouk. C'est l'initiateur de l'idée et c'est l'organisateur en quelque sorte de cette journée ou de cette demi-journée de débat, de réflexion sur une thématique importante, une thématique d'actualité, je pense. Donc la croissance et l'inégalité au Maroc, faut-il donc détruire un modèle s'il existe et construire un nouveau, si j'ai bien compris. Alors en effet, les inégalités économiques, ça tout le monde l'approuve et tout le monde le confirme. Les inégalités économiques freinent le développement de la richesse globale au Maroc. D'ailleurs, selon le rapport sur le capital immatériel élaboré par Banque Maghreb en 2017, et aussi un rapport élaboré par le Conseil économique, social et environnemental en 2017. Et malheureusement, les statistiques et les chiffres montrent que les inégalités ne cessent de se creuser, ce qui mérite d'alimenter le débat sur la capacité des pouvoirs publics à garantir
l'égalité des chances et des opportunités à l'ensemble des citoyens, de comprendre en quoi la rupture dans les modalités de régulation politique et économique ont renforcé la croissance des inégalités et a montré les enjeux et les limites des politiques publiques de lutte contre la pauvreté mises en œuvre dans le contexte où les mécanismes d'autorégulation populaire, comme le recours au secteur informel et aux structures de solidarité traditionnelles, n'arrivent plus à amortir la vitesse de dégradation des conditions de vie des ménages. Alors le constat des inégalités au Maroc est éloquent, malheureusement. Il appelle à des mesures urgentes et ambitieuses. Il appartient désormais au gouvernement et aux différentes institutions du pays, pas uniquement le gouvernement, donc les décideurs certes, mais aussi la société civile, les chercheurs, les universitaires, etc., de s'attaquer à la racine du fléau des inégalités en instaurant un système économique qui bénéficie à toutes et à tous et non à une minorité de citoyens. Il s'agit de mettre fin. Ça n'engage que moi. Il s'agit de mettre fin à l'économie de rente, de privilèges et de clientélisme, et encourager la bonne gouvernance en matière de politique économique et sociale au niveau local, régional et national, en améliorant la redevabilité, la transparence et la lutte contre l'impunité. Il s'agit aussi de renforcer la cohésion sociale et spatiale à travers des mesures concrètes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé et du travail. Il s'agit enfin d'instaurer une justice fiscale. Il est où notre ami Zine? En route. Il fallait donner rendez-vous à Amine à 13h pour qu'il arrive à 15h. Donc j'ai dit, il s'agit enfin d'instaurer une justice fiscale et renforcer les mesures de lutte contre l'évasion fiscale et accroître les dépenses dans les services publics. Alors l'objet de cette conférence débat est de dresser un bilan de l'économie politique marocaine et du lien entre croissance et répartition des revenus, de faire un état des lieux des inégalités sociales au Maroc et de proposer, pourquoi pas, un modèle permettant de concilier, ce qui n'est pas évident toujours, croissance économique et bien-être social dans le cadre, soi-disant, du nouveau modèle de développement économique du pays visant à la promotion de l'emploi et du développement durable ainsi que le renforcement du développement humain. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis, comme vous, invité pour donner ce petit mot inaugurant cette journée, cette demi-journée de débat, de discussion sur cette thématique d'une grande importance. Je cède la parole sans trop tarder à mon ami et collègue Hichem qui va orchestrer et assurer la modération de cette activité scientifique. Et merci à tout le monde. Merci, professeur Omarniche, directeur de notre centre, de cette présentation, ce mot d'ouverture. Je sais que vous êtes trop occupé ces jours-ci à inaugurer les conférences et les débats. Donc, chère présence, juste un petit mot avant qu'on puisse écouter en fait les intervenants sur les différents axes que j'aurai le plaisir de vous annoncer tout à l'heure. J'aimerais juste partager avec vous une idée assez majeure sur ce qui a nourri en fait l'idée de cette conférence de débat, en l'occurrence la politique de croissance et les inégalités. Cette idée n'est ni lapidaire ni impromptue, mais c'est quelque chose normalement qui s'inscrit depuis des décennies dans ce qu'on appelle la pensée économique, et aussi c'est un sujet d'actualité, mais d'actualité brûlante. Donc dans la pensée économique, depuis le courant marginaliste, depuis l'ouverture et la colonisation du Portugal et de l'Espagne, il y avait toujours une quête sur ce qu'on appelle cette politique de croissance, mais on s'est rendu compte par la suite que cette politique de croissance, elle peut devenir par la suite appauvrissante, elle peut devenir même source d'inégalité, d'inéquité, voire même d'instabilité. Donc pour le cas qui nous concerne ici, qui nous réunit dans cette conférence débat, c'est le cas marocain. Donc le cas marocain, il y a quelques mois, ça a été cité par mon prédécesseur, mon collègue professeur Omarniche, il y a différents rapports qui viennent de sortir sur la situation marocaine, la croissance au Maroc et les inégalités. Il y a un rapport du ACP, de la Banque mondiale, il y a eu le rapport d'Oxfam, et nous sommes devant un constat, dans un fait très saillant, qui consiste à dire qu'à peu près depuis une dizaine d'années, si on veut juste commencer à partir du XXIe siècle, nous avons connu au Maroc un taux de croissance moyenne qui est de l'ordre de 4,6. Donc cette croissance,
elle a généré une inégalité, et cette inégalité qui a pris différents types de formes. Donc le rapport Oxfam de novembre 2017, il m'a beaucoup bouleversé quand on lit que le Maroc, c'est le pays le moins doté en termes d'égalité dans les pays du Maghreb. C'est un pays qui est très inégalitaire. Il y a le même rapport de la Banque mondiale qui vient juste de sortir, qui nous dit en fait la chose suivante, que le Maroc, en termes d'équilibre macroéconomique, il a fait des avancées remarquables, mais en même temps, et d'une manière paradoxale, il a créé des inégalités en termes de santé, en termes de scolarité, en termes d'accès à la formation, et aussi en termes de genre, la répartition de ce qu'on appelle en fait inégalité genre entre hommes et femmes. Donc j'aimerais juste vous donner un exemple peut-être qui est un petit peu marquant, c'est que le fait qu'on se retrouve dans cet amphi-là, on doit s'estimer heureux et chanceux, parce qu'au Maroc, en moyenne, le taux de scolarisation, il est de 5 ans. Ça veut dire 5 années. Le fait qu'on est dans le système universitaire, c'est que nous faisons partie de l'élite au Maroc. Sachant que dans d'autres pays, la moyenne, elle est de 8 ans. Si on prend le cas du genre, le sexe féminin-masculin, les inégalités ici, elles se creusent. C'est que l'homme, en général, au Maroc, il a une durée moyenne de 6,4 et la femme, elle est de 3,4. Donc, pour la première fois, à mon sens, et ça m'engage que moi, je vois un rapport de la Banque mondiale qui est très équilibré. Parce qu'avant, on insistait beaucoup sur des indicateurs macroéconomiques. Pour la première fois, on ajoute aux indicateurs macroéconomiques des indicateurs d'ordre socio-économique, qui est l'accès à ce qu'on appelle des services, à la consommation, à beaucoup d'éléments. Donc, ce débat, ou cette conférence débat, elle s'inscrit normalement dans cette idée que, en termes économiques, ça va très bien. Ça veut dire, grosso modo, on fait à peu près mieux que ce qu'on faisait avant, dans les années 60, 70, 80, mais en même temps, les disparités, les inégalités, elles commencent à se creuser. C'est un phénomène mondial, certes, parce que on a de l'inégalité chaque fois qu'il y a de la prospérité. C'est ça ce qui est paradoxal avec ce qu'on appelle aujourd'hui de la mondialisation. Il y a des gens qui s'enrichissent d'une manière beaucoup plus rapide, et il y a des autres qui s'appauvrissent, ou au moins dans leur perception de la chose, ils sont dans la pauvreté. Donc ça, c'était juste un petit résumé sur ce qu'on appelle l'idée majeure de ce qui a nourri cette conférence débat. Et pour ce faire, on a invité un panel ici, des collègues et des gens qui ont réfléchi à la question et qui viennent aujourd'hui échanger avec nous. Et c'est la raison pour laquelle, si vous permettez, on va essayer d'écouter leur intervention. Et à la fin, bien évidemment, on va essayer de consacrer 1 heure peut-être ou 45 minutes, ça dépend en fait de l'économie de temps qu'on va essayer de faire dans cette présentation pour essayer de discuter, de débattre, poser des questions. Et donc on va commencer par le commencement. Bien évidemment, on ne trouvera pas mieux que notre collègue et bien évidemment le directeur de notre centre, laboratoire de recherche en compétitivité économique et performance managériale, le professeur Mohamed Kharis. Donc il va essayer de nous résumer, de nous synthétiser en peu de minutes, et j'espère que le respect du temps, elle va être la règle aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien discuter et débattre. Donc j'espère qu'elle va nous synthétiser son intervention sur les fondements et la théorie de la politique de croissance. Parce qu'en parlant de la croissance, vous l'avez compris, en parlant aujourd'hui de l'inégalité, il y a de la croissance inclusive. Donc il y a tout un courant théorique aujourd'hui qui parle de la croissance, mais bien évidemment cette croissance, elle est appelée aujourd'hui à se remettre en cause pour essayer d'inclure ce que nous appelons les inégalités et la prise en charge du facteur humain. Donc je donnerai la parole immédiatement à notre collègue. J'espère qu'il va essayer d'être synthétique pour nous présenter l'essentiel de sa présentation. Donc, mes chers collègues, donc les doctorants et les autres étudiants. Donc, comme a été dit, donc je vais essayer d'être, je ne sais pas, le respect du temps. Donc, d'abord pour le choix du thème. Donc, c'est très très important. Donc, mes deux amis, Sehnish et Hicham, ont mis le point sur les inégalités. Pour moi, peut-être, c'est d'abord la croissance. Mais nous avons le débat. Est-ce que c'est de la croissance d'abord pour agrandir le gâteau à répartir? On doit trouver quelque chose à répartir. Donc, sinon, ce n'est pas possible. Donc peut-être, puis après, donc on peut passer on peut réfléchir peut-être à la répartition. Mais normalement, la meilleure chose, c'est de faire les deux à la fois. C'est-à-dire produire, mais tout en faisant donc la répartition.
mais produire et peut-être, tout en essayant d'agrandir donc le gâteau, donc on doit normalement encourager et féliciter donc les entrepreneurs qui investissent et qui produisent. Donc c'est très très important. Donc peut-être le social c'est bien, mais on ne peut pas faire le social sans l'entreprise. Et surtout dans le cadre d'une économie libérale. On ne peut pas avoir du social si nous n'avons pas l'entreprise. Et on verra peut-être avec CAMIN, etc., la répartition, c'est-à-dire le rôle de la fiscalité dans la répartition. Mais pour moi, le meilleur circuit de la répartition, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, puisque l'entreprise, c'est créatrice de la richesse. Et normalement, c'est le paiement des salaires, c'est le paiement de l'impôt, c'est le paiement du taux d'intérêt, etc., etc. Et dans ce cas, c'est le meilleur circuit de la répartition. Normalement, c'est l'entreprise. Mais d'abord, on doit produire ce qu'on va peut-être répartir. Oui, donc c'est pourquoi nous avons choisi donc ce thème d'actualité, c'est très très important. Donc la croissance et l'inégalité. Donc ça a été dit, peut-être le cas marocain c'est paradoxal. Donc nous avons une croissance moyenne de 4, peut-être 4,5, mais parallèlement, malheureusement, donc nous avons donc des inégalités donc entre les personnes et entre aussi les territoires, puisque nous avons beaucoup de problèmes peut-être régionaux. Donc rapidement, vous voyez que le débat le plus important c'est sur la croissance. Et vous avez vu, on sait tous que la croissance, c'est l'objectif principal de toute politique économique. C'est-à-dire toute politique économique, quelle que soit la tendance, je ne sais pas, politique, donc on vise toujours donc plus de croissance. Donc pourquoi? Donc premièrement, donc la croissance, c'est créatrice de la richesse. On ne peut pas avoir de la richesse si nous n'avons pas de la croissance. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la création de l'emploi. Malheureusement, donc, on peut avoir de la croissance sans création de l'emploi. Donc, on verra tout à l'heure, si nous avons une croissance intensive, c'est création de la richesse, de la croissance, mais sans création peut-être, ou là très peu, de création d'emploi. Et nous avons un troisième objectif, c'est de satisfaire donc les agents économiques en biens et services. C'est-à-dire que c'est la croissance, c'est la production qui nous donne normalement donc les biens et services pour satisfaire donc les besoins des différents agents économiques. Mais le problème, c'est que comment peut-on avoir assez de croissance, puisque tout le monde cherche de la croissance. Donc plusieurs travaux ont été effectués pour expliquer donc, ce phénomène. Donc ça a été normalement depuis longtemps. Donc je vais essayer de présenter, donc de faire une synthèse des résultats rapidement de ces travaux. Donc c'est pourquoi je vais essayer dans un premier axe de présenter la définition et les mesures de la croissance. Puis après, donc les principaux fondamentaux théoriques de la croissance pour conclure enfin par les limites de la croissance. Puisque même si on cherche de la croissance, donc cette croissance peut-être a des effets négatifs, mais aussi elle a des limites. Donc la croissance peut être définie comme l'accroissement durable de la production globale, donc d'une économie pendant une période donnée. Donc c'est ce que nous avons comme définition macro. Donc l'indicateur statistique le plus utilisé pour la mesure de cette évolution de la production, donc c'est le PIB. C'est le produit intérieur brut. Et nous connaissons tous que le PIB, pour avoir donc le calcul du PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et la valeur ajoutée, donc c'est la production moins la consommation intermédiaire. Mais l'évolution de cette valeur ajoutée qui est la base ou de cette production, malheureusement, ce n'est pas linéaire, mais elle est cyclique. C'est-à-dire nous avons la théorie du cycle qui a essayé d'expliquer donc ce phénomène cyclique de la production. Donc deux importantes remarques
à rappeler, donc, c'est que le PIB, qui est un agrégat macro, donc ne reflète pas la totalité de la production créée à l'intérieur des frontières. Malheureusement, puisqu'une partie échappe à ce calcul du PIB, donc c'est ce qu'on appelle l'informel. Donc c'est la première remarque. C'est-à-dire que le PIB ne représente pas la totalité. Nous avons une deuxième remarque, c'est que le calcul du PIB est fondé sur la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée s'explique par l'importance de la production et par l'importance de la consommation intermédiaire. Donc nous avons les deux. Si on produit plus, peut-être c'est plus de valeur ajoutée. Mais malheureusement, si on utilise plus de consommation intermédiaire, donc on peut avoir un problème. Donc c'est pourquoi donc l'importance de la valeur ajoutée créée par une entreprise pour l'économie industrielle, normalement dépend de l'emplacement d'une entreprise le long de sa filière de production. Et si l'entreprise est située en amont, donc peut-être c'est plus de valeur ajoutée, mais malheureusement si elle est située en aval, donc c'est moins de valeur ajoutée, et dans ce cas c'est moins de croissance et moins de production. Malheureusement, c'est ce que nous avons pour le cas marocain. Nous n'avons pas l'intégration, je ne sais pas, industrielle. Si on prend un cas ou des cas, si on prend actuellement le cas le plus important, c'est le cas de la voiture. Mais si on se pose la question, quelle est la valeur ajoutée de cette industrie donc d'automobile au Maroc? Est-ce que nous avons toute la chaîne? Est-ce que nous avons des entreprises qui s'installent le long de la filière? Ou on importe la consommation intermédiaire. Donc si on importe la consommation intermédiaire, donc la grande partie de la valeur ajoutée reste à l'extérieur. Malheureusement, c'est le cas. Nous avons un autre problème, un autre cas, c'est le cas du textile. On parle beaucoup du textile au Maroc, mais quelle est la valeur ajoutée de cette activité textile? Puisqu'on importe l'essentiel de la consommation intermédiaire, on importe le tissu, les fils, etc., même les boutons et ainsi de suite. Mais quelle est la valeur ajoutée de ce secteur? Vous voyez que, donc déjà le PIB, c'est-à-dire la croissance, la variation du PIB dépend de ces deux, mais principalement de la consommation intermédiaire. Donc c'est pourquoi on doit se poser la question sur l'importance de cette consommation intermédiaire. Est-ce qu'elle est dans la filière, sur la filière, ou elle est importée? Donc s'il est sur la filière, donc c'est bien, c'est pour plus de valeur ajoutée, c'est plus de PIB, et dans ce cas, donc c'est plus de croissance. Donc c'est pourquoi on doit s'intéresser beaucoup, je ne sais pas, à une stratégie industrielle, normalement, qui cherche à intégrer donc l'économie industrielle, c'est-à-dire les filières, ou se spécialiser dans des secteurs d'activité où nous avons peut-être la possibilité de produire donc plus de consommation intermédiaire. Donc, puisque la croissance, c'est l'évolution de la production, donc la grande question, c'est comment peut-on avoir donc de la croissance? C'est la grande question. C'est la production, mais comment peut-on normalement avoir donc assez de production pour plus de croissance, pour plus de richesse, etc. Donc, au niveau micro, donc la production, oui, pour mon chef, c'est la micro. La production est fonction de deux facteurs de production, à savoir le capital physique et le capital et le travail. C'est-à-dire P est égal à FKL. Donc, pour produire, donc les entreprises doivent investir dans ces deux facteurs, à savoir le capital physique, donc soit circulant, soit fixe, et ils doivent aussi investir en capital humain. Mais le problème, c'est comment peut-on, et quels sont les moyens pour investir plus en capital physique et investir plus en capital humain. Donc ici, c'est le débat, c'est la question des moyens.
puisque pour la fonction de production, la quantité produite est les fonctions de la quantité des facteurs de production utilisés. C'est-à-dire que si on cherche à produire plus, on doit accumuler plus, c'est-à-dire on doit investir plus. Mais le problème pour la théorie classique et néoclassique, c'est que l'augmentation de la production n'est pas toujours proportionnelle à celle de l'augmentation de la quantité des facteurs de production utilisés. C'est-à-dire que même si on augmente la quantité de facteurs, on peut ne pas avoir donc plus de production. Et l'écart en quantité de facteurs utilisés et la production, ou si vous voulez donc cette faiblesse de la production, même si on augmente la quantité des facteurs, s'explique par ce qu'on appelle donc la théorie normalement de la loi des rendements décroissants. Donc c'est ce que nous avons, donc c'est-à-dire par une productivité marginale décroissante. C'est-à-dire même en augmentant, donc on risque d'avoir donc peut-être moins de production, même voire un état stationnaire. Donc c'est le problème de la fonction de production. Le problème que si on suppose que si c'est le cas, qu'il y ait la quantité de chacun des deux facteurs de production qu'on peut considérer comme optimale. C'est-à-dire on cherche à optimiser la quantité, c'est ce que vous faites je pense en exercice micro, tout en optimisant la quantité de facteurs utilisés. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc le problème c'est l'optimisation. Quelle est la quantité, la meilleure quantité? Donc la deuxième question, si c'est toujours le cas, donc si la croissance tend vers une situation stationnaire, comment peut-on répondre aux besoins des différents agents économiques en termes de richesse, en termes d'emploi, en termes de biens et services? Donc c'est la grande question. Donc si nous avons la production, si nous avons un état stationnaire, donc comment peut-on, donc la population augmente, mais parallèlement on doit avoir donc plus de croissance. Donc pour sortir de cette impasse, nous avons d'autres travaux qui ont été effectués donc sur la croissance, et ils ont démontré que sur le long terme, notamment durant les 30 glorieuses années, donc la croissance n'a pas baissé, mais c'est au contraire, donc il a augmenté. Et puisqu'il a augmenté, donc c'est-à-dire qu'on doit remettre en cause donc la loi des rendements décroissants. Donc normalement ce n'est pas possible, puisque nous avons une augmentation de la production, c'est-à-dire que nous avons une augmentation des rendements, et dans ce cas, au lieu d'avoir des rendements décroissants, donc nous avons des rendements croissants des facteurs de production. Donc, un économiste donc solo a cherché à expliquer ça, et il a expliqué donc l'écart entre l'augmentation de la quantité et l'augmentation de la production, normalement par un progrès, par ce qu'on appelle donc le progrès technologique. Mais malheureusement pour lui, donc ce progrès technologique ne s'explique pas par des phénomènes économiques. Et dans ce cas, donc la croissance est extensive, c'est-à-dire elle dépend de la quantité de facteurs utilisés, mais on a introduit une autre variable, donc c'est le progrès technologique. Et toujours, donc pour chercher toujours à avancer, donc puisque Solow n'a pas expliqué donc ce progrès technique, ce phénomène, donc nous avons d'autres recherches récentes durant les années 80, donc qui ont essayé d'expliquer ce phénomène, normalement puisque la fonction de production n'a pas pu expliquer donc la totalité de la production, puisque nous avons un écart durant les 30 glorieuses années. Donc nous avons d'autres économistes qui ont essayé d'expliquer donc ce progrès technique.
Donc c'est le cas de Robert, nous avons donc de Barrault, de Lucas, de Romer, etc. Donc pour ces économistes, le progrès technique ou technologique a été expliqué. Donc il est mesuré d'abord par la productivité et il est expliqué par un ensemble d'innovations qui permettent normalement des gains de rentabilité, des gains de productivité. Mais c'est un ensemble d'innovations. Et, pardon, donc pour améliorer donc, le progrès technique, puisque la croissance est essentiellement fondée sur le progrès technologique, dans ce cas, la croissance, elle est intensive au lieu de rester donc extensive. Et pour expliquer donc ce progrès technique, pour normalement pouvoir avoir donc ce progrès technique, on doit investir dans un ensemble d'investissements. Donc je note rapidement. Donc l'investissement en capital physique toujours, c'est très très important, productif. L'investissement en capital humain, donc c'est la formation et la santé. L'investissement public en infrastructure, donc c'est très très important, nécessaire. Et dans ce cas, nous avons les écoles, nous avons la santé, nous avons les routes et ainsi de suite. Et nous avons le dernier capital. Malheureusement, c'est ce capital qui nous fait beaucoup de défauts. Donc c'est l'investissement en capital institutionnel. Donc c'est très très important. Même si on ne donne pas d'importance à ce capital institutionnel. Et normalement, le capital institutionnel, c'est le résultat normalement de la population organisée dans des partis politiques, c'est-à-dire c'est le résultat des partis politiques. Si nous avons des meilleurs partis politiques et dynamiques, donc on doit avoir un cadre institutionnel important. Mais malheureusement, donc c'est ce volet qui nous fait défaut. Malheureusement, nous n'avons pas le temps d'expliquer donc point par point. C'est très très important ces derniers capitaux, puisque c'est le débat. Est-ce qu'on doit investir pour plus de capital physique ou plus du capital humain? C'est très très important. Mais dans quel cadre? Et le cadre, c'est le cadre institutionnel. Mais aussi, ces investissements, normalement, nécessitent le financement nécessaire. Donc, on doit avoir le système bancaire, on doit avoir les marchés financiers dynamiques, etc., etc. Malheureusement, je n'ai que 3 minutes. Je n'ai que 3 minutes rapidement. Oui, j'espère que nous aurons l'occasion pour débattre normalement, je ne sais pas, pour développer normalement de la recherche sur la totalité de ces axes. Donc c'est très très important. Mais je peux rapidement conclure. On constate que donc l'évolution démographique au niveau mondial donc nécessite toujours plus de croissance. C'est toujours. Mais malheureusement, donc la course vers toujours plus de croissance entraîne l'épuisement, peut-être, voire la destruction et épuisement du capital naturel. C'est-à-dire on essaie de développer un capital, mais on détruit malheureusement donc un autre capital qui est le capital naturel, à savoir les mines, la forêt, l'énergie, etc., etc. Malheureusement, pour de la croissance, malheureusement, c'est au détriment de ce capital naturel. Et nous avons aussi un autre effet négatif donc, sur l'environnement. C'est-à-dire que plus de croissance, c'est plus de consommation d'énergie, c'est plus de pollution, et malheureusement, donc, nous avons aussi des effets négatifs. Mais vous voyez, donc, nous avons un débat, donc on cherche toujours plus de croissance, mais malheureusement, donc, nous avons des effets aussi, c'est-à-dire que la croissance n'a pas seulement des effets positifs, mais nous avons aussi des effets négatifs. Et on doit faire un arbitrage, donc ce n'est pas seulement le cas marocain, mais un arbitrage à l'international. Je ne sais pas quel est le... Oui, j'aime beaucoup ce optimum, ce concept. Oui, quel est le taux de croissance qu'on peut considérer comme optimal pour la création de la richesse, de l'emploi, etc., mais sans toucher, sans dégrader
donc notre environnement. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Professeur Mohamed Kharis pour ce survol de la politique de croissance, comme seul un grand spécialiste peut le faire, parce que sans qu'on se rende compte, il nous a fait un surveil de à peu près trois siècles de la littérature sur la pensée économique. Peut-être il a oublié l'école classique, tout ce qui est rareté, la possession de biens, mais il a commencé avec l'école néoclassique, avec les marginalistes, la satisfaction en ayant deux facteurs de production, le capital travail, et puis progressivement il est parti vers le prix Nobel Robert Solow pour essayer de mettre l'accent sur le facteur technologique. Malheureusement, le facteur technologique, on ne sait pas le mesurer. D'ailleurs, ce que disait Robert Solow, on voit de la technologie partout, mais on ne sait pas mesurer sa productivité. Et puis, il est arrivé vers ce qu'on appelle les économies des incitations, les économies des institutions, en l'occurrence la confiance dans l'économie et la politique. Ils ont un rôle très, très important. Et là, donc, il nous renvoie vers une autre doctrine, un autre courant de pensée qui considère que de l'économie, ce n'est que la résultante de la prise de décision politique. Donc c'est de la philosophie et des idées. Et puis, à partir du XXIe siècle, il y a la prise en considération de la responsabilité économique et sociale. C'est que la croissance, pourquoi faire? Donc il y a même un courant qui parle de la décroissance. Parce que quand on fait de la croissance, on génère des inconvénients. Le fait de, nous sommes en train de consommer de l'environnement, donc quel est le prix du confort, du luxe que nous sommes en train de vivre? Donc il nous a fait une synthèse remarquable de ce qui a été fait durant les trois derniers siècles, à mon sens. Donc nous nous remercions, et puis sûrement il a soulevé énormément d'interrogations et des questions dans le public. Bien évidemment, toutes les questions, vous les formulerez à la fin à différents intervenants. Donc sans trop tarder, je passerai à notre collègue, le professeur Bouezza Abdelatif. Donc il va y avoir un revirement, mais un revirement pour essayer de compléter en fait cette image. On a parlé de la croissance, mais la croissance, ce que je disais en fait dans l'introduction, elle a généré énormément d'inégalités et des frustrations au niveau des différentes franges de la population. Donc le professeur Abdelatif Bouezza, il va mettre l'accent sur une égalité qui me semble, et c'est un sujet qui est très très clivant et qui est très d'actualité, qui est ce qu'on appelle l'inégalité du genre, l'inégalité entre les sexes, entre la femme et l'homme. C'est un sujet qui fait débat, qui fait d'actualité sur l'héritage, mais c'est quelque chose qui est très très lancinant, qui est très enraciné chez nous. Donc je vous laisserai le suspense d'écouter le professeur Bouezza, et puis encore une fois, si vous avez des questions, des interrogations, que ce soit pour le premier intervenant ou le deuxième, ce serait pour la fin. À vous la parole. Merci, c'est Hicham. Hein? هذه الكاميرا. Je vous remercie d'abord pour l'organisation et pour m'avoir invité à cette rencontre très intéressante. Chers collègues, chers amis, chers étudiants et étudiantes, c'est un plaisir que de présenter devant vous un travail qui me tient personnellement à cœur, qui parle justement des inégalités sociales, mais en faisant le zoom sur les inégalités de genre et la place de la femme dans tout ce processus de développement socio-économique de notre pays. Je n'ai d'emblée ni le talent ni l'expérience d'ici Mohamed Kharis qui nous a fait justement un survol. Je vais vous ramener un peu sur terre pour être plus pragmatique tout en sachant que la théorie est importante. Et donc, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non? C'est une photo, deux photos en fait. Donc ce sont deux photos qui datent de 2005 que j'avais prises à Casablanca. Aux alentours de Casablanca, c'est Mdiouna pour ceux qui connaissent Casablanca.
C'est un bidonville qui est à côté de la grande décharge de Casablanca. Et la fillette que vous voyez là, elle a 9 ans. Elle est en train d'aller chercher de l'eau pour sa petite famille qui vit à côté. Pourquoi j'ai voulu commencer par ça? Pour vous choquer un peu et vous réveiller, vous faire réveiller et vous sensibiliser à cette thématique qui est extrêmement importante et qui nous plombe, il faut le dire, au niveau des classements internationaux, parce que le Maroc est toujours malheureusement classé à la 123e place au niveau de l'indice de développement humain. Et l'une des raisons majeures, à côté bien évidemment du côté économique et du revenu par tête, c'est notamment les indicateurs sociaux, humains plutôt, l'éducation et la santé. Et qui souffre le plus de ce problème d'éducation, de cette inégalité en termes d'accès à l'éducation, c'est notamment la fille et évidemment la femme. N'oubliez pas que nous avons un taux d'analphabétisme moyen, un taux moyen, qui est toujours à 30%. Mais si on va un peu plus vers le rural, on tombe facilement sur 60%, 67% même. Donc, imaginez l'avenir ou le devenir de cette fille. Quelle chance elle a pour participer à la croissance économique? Vous imaginez la réponse, hein? Donc c'est juste pour un peu vous titiller et pour dire tout simplement que... l'image machine, mais bon. Je vais lire un peu, même si je n'aime pas lire, que l'accès aux opportunités économiques, notamment l'emploi, les salaires et l'ouverture, enfin les couvertures sociales, etc., regardés sous le prisme du genre, constitue et interpelle ou continue à interpeller sur les capacités d'inclusion des modèles de développement dominants dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que les modèles que nous avons, ce sont des modèles inclusifs ou bien non? Au Maroc, la réponse est triviale. Hein? Comme dirait mon ami Tar, c'est tout à fait évident que non. Notre modèle de développement est actuellement remis en cause, en question. D'ailleurs, la plus haute autorité de ce pays, Sa Majesté le Roi, on a même parlé dans l'un de ses derniers discours. Et une équipe aujourd'hui au niveau du gouvernement est attelée pour réfléchir sérieusement sur un modèle économique qui plutôt cherche l'inclusion. Cette nouvelle vision de développement ne pourra prendre tout son sens, évidemment, sans le repositionnement des modèles de développement sur les logiques de transformation économique et sociale. C'est très important. Le Maroc, on dit que c'est un pays qui est en transition, c'est un virage qu'il est en train de négocier. Malheureusement, cette transition dure. Quand on est dans un virage, il faut savoir le négocier. Ce n'est pas évident. Nous avons des événements ces derniers temps qui nous interpellent tous et toutes. Jrada, Al-Husima, Zagoura, etc., etc. Donc, est-ce qu'on est donc capable de gérer cette transition? Oui ou non? On doit avoir un modèle qui intègre la femme et notamment les jeunes. C'est très important. Le taux de chômage aujourd'hui des jeunes diplômés au Maroc fait peur. On parle à peu près de 35%. C'est énorme. Ça dépasse même l'entendement. Parce que, comme l'a dit Si Mohamed, notre économie, elle est ce qu'elle est. Nous avons une économie qui a un PIB qui est aux alentours de 107 milliards de dollars. C'est rien du tout. Le gros du lot vient de l'agriculture. Donc on continue à baser notre économie sur les aléas climatiques. OK? Et j'en passe. Le genre, c'est pas la différence entre les sexes. Non, non. C'est la question des rapports sociaux qui sont en jeu. Vous le savez. L'égalité, signifie que les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Ils doivent profiter des mêmes droits.
et ont bénéficié, et les mêmes devoirs évidemment. L'équité se réfère aux conditions d'application de cette égalité. Vous avez une image qui vous montre, je ne sais pas si c'est clair ou non. L'égalité, donc vous avez, tout le monde bénéficie de la plateforme pour regarder ce qu'il y a. De l'autre côté, c'est un match de baseball. C'est une photo que j'ai empruntée d'un collègue québécois. Et puis l'équité, c'est le petit là, au début, si on s'en tient à l'égalité, n'arrive pas à voir. Mais si on prend en considération l'équité, tout le monde arrive à voir. Et ça, c'est important. On a fait ça au Maroc pour un peu de discrimination positive, pour permettre à la femme d'accéder à la scène politique. Si ce n'est pas la question des quotas, Dieu sait quel serait le nombre des femmes au Parlement. Aujourd'hui, on en a quand même quelque chose comme 17%. On est à 67 femmes, jeunes femmes. Hein? C'est important. Donc l'équité est extrêmement importante. Alors les différences concernant les égalités, on en a 4 grandes inégalités. Enfin, 1, l'éducation. 2, la santé et le bien-être. 3, la participation économique. Et ce sont les 3 composantes de l'IDH mis en place